Bonjour et bienvenue à tous à cette session Quoi de neuf pour Gipster en 2016. Déjà, un petit lever de main. Qu'est-ce qui était à la présentation de Matraiable il y a 2 heures sur Gipster? D'accord, oui, une moitié de la salle, ok. Et qui est-ce qui a déjà utilisé Gipster? Ah oui, à tout le monde, ok, d'accord, plein de monde. En fait, vous n'étiez pas à la presse de maths, mais vous connaissez déjà Gipster, ok. Donc ça tombe bien, parce que là c'est la presse Quoi de neuf, donc on est plutôt sur les nouveautés, des trucs un peu plus hype, un peu plus risqués, on va dire, de Gipster. Alors, faut dire comme match, je suis sur la release qu'on a fait hier, donc on n'a pas peur. Donc déjà, avant de commencer, je me présente quand même, je suis Julien Dubois, je suis le lead développeur de Gipster, c'est moi qui ai créé le projet à l'origine. À côté de ça, je travaille chez Hippon Technologies, qui est une société de services. On a un stand à Devox, on est sponsor de Devox depuis 5 ans, depuis toujours. On aime Devox. Vous pouvez me suivre sur Twitter et réagir au talk. Alors, Julien Dubois, c'est moi. Java Hipster, c'est moi aussi derrière, mais évidemment, ce n'est pas exactement le même ton. Il y en a un qui est plus pro que l'autre. Et je regarderai les tweets à la fin si on a un peu de temps, comme ça on pourra interagir. C'est toujours assez amusant. Gipster, tout d'abord, en 2016, oui, j'ai 3 slides, hein, ça va être que de la démo, je préviens à l'avance. Mais un petit peu d'infos sur Gipster quand même en 2016. Alors, première chose, c'est pas récent, mais j'aime bien le répéter parce qu'il y a toujours des questions dessus, donc c'est entièrement open source. C'est licence à page 2, il n'y a pas de version entreprise, de version payante, de je ne sais quoi. Les plugins SQL Server ne sont pas payants, il n'y a pas de. Enfin, je sais pas, on pose des tas de trucs. Tout est gratuit, tout est open source, et le code qui est généré de toute manière est le vôtre. On est aujourd'hui à plus de 200 contributeurs, 210, je ne sais plus, enfin beaucoup de contributeurs, dont 13, alors c'est volontaire, j'ai donné le droit de commit à 13 personnes, volontairement, c'est pas moi qui maîtrise tout, et c'est volontaire, comme ça je peux partir en vacances. Et surtout, c'est pas moi qui fais blocage. Le problème, c'est que moi, des fois, j'ai du boulot à côté, je peux pas tout faire, et là, il y a 13 personnes qui m'aident, et qui sont, alors, pour la plupart des gens que je connais pas, qui sont, alors, pas forcément d'Hippon, généralement pas d'Hippon, qui sont à l'étranger, et en fait, on travaille juste de manière, qu'est-ce qu'on va dire, collaborative, à travers le monde, sans se connaître, de manière bénévole en plus. Donc c'est assez original. Donc l'équipe entièrement distribuée. D'ailleurs, on n'a pas de talk privé. Vous savez tout, on fait tout par GitHub. On a un talk public, un chatroom public, mais il n'y a aucune discussion privée, de meeting, de je sais pas quoi, de project management, de Lean Kanban. On fait rien de tout ça. Nous, c'est juste sur GitHub. On est arrivé aujourd'hui à plus de 200 000 downloads. Alors ça, c'est juste des installs NPM. Il y a d'autres types d'installations. Mais déjà, juste les installations NPM, donc des trucs vraiment solides. Les mecs ont fait NPM install. Il y en a plus de 200 000, donc on va dire que ça se passe bien. Je voulais montrer les stats comme en réel, parce qu'il y en a, et je suis le seul à les avoir. Donc déjà l'équipe, quand même, qu'on voit un peu la tête des gens. Donc ça, c'est moi et Jérôme, on est les 2 leads, on va dire. Et il y a 13 autres personnes qui sont un peu partout à travers le monde. Il y a Matt Rayable qui était là tout à l'heure. Dipou, qui est maintenant le 2e contributeur le plus important, qui bosse chez Tata à Singapour. Donc on a des gens de partout. Anders, lui, il est en Suède. Et ça, c'est des gens, Anders, je ne lui ai jamais parlé. C'est ça qui est assez original. On travaille tous ensemble sans se connaître, de manière complètement libre. C'est-à-dire que les gens rejoignent le projet ou le quittent comme ils veulent. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, alors vous pouvez contribuer sans problème. Et si vous voulez rejoindre l'équipe de dev, on a un petit workflow. En fait, on vous élit, il faut que tout le monde vote pour vous. Et moi-même, j'ai un vote comme tout le monde. Et voilà, après, vous êtes élu. C'est pas très difficile. Si vous voulez nous rejoindre, il ne faut pas hésiter. En termes de téléchargement, je voulais quand même montrer vite fait. Donc les stats de téléchargement, ça c'est public. Donc là, on a dépassé les 200 000 ce week-end sur NPM. Après, ce qui est assez original sur les stats, si on regarde les trafics, donc ça, normalement, les gens ne le voient pas, c'est le trafic du site, enfin du GitHub générateur Gipster. On voit qu'il y a énormément de gens qui clonent le projet. Alors, il y a plein de gens qui font des installs en fait en mode dev. Ça, sur les 2 dernières semaines, donc on doit avoir 4000 clones par mois. Je ne sais pas ce que font les gens à le cloner comme ça. Ils ne prennent pas les releases en fait. Les gens bossent en mode dev. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, quand même pour montrer un petit peu la manière dont la communauté travaille. Voilà, ça c'est le mois dernier. Donc on voit qu'on a fermé pas mal de pull requests, on a résolu pas mal de bugs, une centaine de bugs. On voit dans les contributeurs, vous voyez, moi je suis le 5e. Je suis loin d'être le seul à committer. Voilà, le premier c'est Dipou, donc qui est en Inde. William, c'est l'un de mes stagiaires, il est chez Hippon. Pascal, alors il sera bientôt chez Hippon, parce que du coup on embauche les gens au passage. Enfin voilà. Ce qui est assez marrant, le 10e, je ne connais pas du tout, il est à Katmandou au Népal. On a vraiment des gens de partout qui viennent participer, c'est assez marrant.
Voilà, donc c'était juste un petit point sur le projet en lui-même, voilà, on va dire qui est rapide. Et on va passer tout de suite à la démo, parce qu'en fait, c'était mes seuls slides. Donc, on va faire une appli un petit peu compliquée, parce qu'on est en Gipster 3, on fait des choses plus balèzes. On va faire une application de e-commerce. Enfin, j'ai un peu bossé dans le e-commerce avant, donc ça m'amusait. Il y a plein de gens qui m'en ont parlé. Donc. On va faire une application, alors, ce qu'on va appeler au niveau de Gipster 3 une gateway, donc une application frontale de e-commerce, qui est un schéma de base de données. Alors je dis complexe, vous allez voir, c'est pas non plus, on n'a pas fait 100 tables. Hein. On a un schéma de base de données un peu réel. On va utiliser MySQL et Elasticsearch, c'est un moteur de e-commerce. On veut Elasticsearch pour retrouver les produits, les catégories de produits, etc. Une fois qu'on aura fait ça, on va dire que ce n'est pas suffisant. On a un site qui grossit, on a 2 équipes. On va faire 2 microservices. Un premier microservice de gestion de panier. Pour un site de e-commerce, un panier, c'est intéressant. Et le panier, lui, va utiliser un cache distribué, donc Hazelcast, et PostgreSQL. On veut, je sais pas, plus de sécurité que MySQL, ou c'est une autre équipe, ils ont choisi d'autres technos. Et on va faire ensuite un deuxième microservice de gestion de contenu. Pareil, sur un site de e-commerce, vous aimez bien avoir des articles, un peu de contenu. Et donc lui, ça va être sur MongoDB, parce que pour stocker les articles, c'est une équipe qui trouve que c'est sympa d'utiliser MongoDB. Donc on va faire quand même 3 projets, donc 2 microservices. Il va falloir que l'ensemble fonctionne. Étant donné que c'est un peu compliqué, on va vouloir tout monitorer avec ELK. Et comme on est un petit peu ambitieux, on va tout déployer facilement. Alors on verra de différentes manières. Le tout en 30 minutes, avec moi qui parle beaucoup. Voilà, ça vous va? Je quitte la presse déjà parce qu'il n'y a plus de slides. Ah pardon, si j'ai une slide qui va servir tout à l'heure. Pardon, je vais la garder. Donc comme tout projet Gipster habituel, je démarre en ligne de commande. Je viens de faire un nouveau projet, mkdir Gipster démo. Voilà, CD. Et je vais faire mon premier projet de e-commerce, CD, e-commerce. Et là, je vais appeler Gipster, comme d'habitude, yo, Gipster. Et je vais créer mon projet. Bon, ça, c'est ce qu'a fait Matt tout à l'heure, hein, c'est le classique. Simplement, on a de nouvelles options maintenant. Donc, on a l'application monolithique. Alors, on a bien mis recommandé pour la plupart des projets normaux. Les gens normaux font du monolithique, hein, c'est beaucoup plus simple. Là, on essaye de faire des microservices qui sont aussi simples que des monolithes. On va voir comment est-ce qu'on se débrouille. Mais ça reste quand même un peu plus compliqué. Si vous pouvez faire que des monolithes, faites des monolithes. Mais là, on est sur une appli un petit peu plus avancée. Donc, je vais d'abord faire ma gateway. Donc, ça va être mon frontal sur mon application. Je vais vous montrer le dessin juste après. Et comme ça va mouliner un petit peu, on aura un petit peu de temps d'attente. Donc, je l'appelle e-commerce. Ça va marcher sur le port par défaut, le package par défaut. On avait dit MySQL. En dev, je serai avec H2. Alors, je ne prends pas de cache. On va faire un cache sur le microservice. Là, ce n'est pas la peine. Je veux Elasticsearch pour faire des recherches dans mes produits. Voilà, le reste, c'est non partout. Si ce n'est que je ne veux pas d'attendre l'utilisation parce que c'est un peu plus lent. Je vais prendre... Ouais. Allez, si on a du temps, on fera du Gatling et du Protractor. C'est pas promis, ça. Là, je lance, ça va me générer mon application. Et je vais en profiter, du coup, pour vous montrer ma petite slide qui est ici. Sur l'architecture qu'on est en train de mettre en place. Donc, on a ce qu'on appelle une gateway, c'est mon frontal, ce qui est au-dessus. Ma gateway, c'est ça qui va porter mon application AngularJS. Alors, il peut y avoir plusieurs gateways. On a pas mal de gens qui font plusieurs gateways. Il y a une application pour les clients normaux, une application pour back-office, une gateway pour du Ionic, pour une application mobile. On peut en faire plusieurs. Ce qui est surtout important, c'est qu'elle porte l'application AngularJS et c'est elle qui sécurise et qui est la porte d'entrée vers le reste de notre infrastructure. Et derrière, on va avoir donc N microservices. Donc là, on en fera 2. Donc c'est le petit truc vert du milieu. La gateway, au passage, donc elle utilise une technologie qui s'appelle Zool, qui est la technologie de Netflix qui fait gateway. On a fait des tests, on tient facile sur un PC de bureau les 3000 requêtes secondes, donc on tient bien la charge. Après, elles sont stateless, on peut en rajouter autant qu'on veut. Donc si vous voulez tenir 10 000, 20 000 requêtes secondes, c'est possible. Franchement, ce n'est pas un souci. Un petit truc d'ailleurs, on ne va pas le voir parce qu'on ne peut pas tout faire, donc elle fait du contrôle d'accès et elle fait du rate limiting, donc elle a des capacités pour limiter le nombre de requêtes par seconde et par personne, ou par IP. Comme elle est couplée à Spring Security, elle sait qui vous êtes. Donc on peut faire des trucs assez amusants. La gateway et les microservices, comment est-ce qu'ils se retrouvent, ils se reconnaissent? C'est parce qu'on a quelque chose qui s'appelle le Gipster Registry. Donc le Gipster Registry, c'est basé sur 2 technos. Eureka, qui est la techno de Netflix, qui est le Service Discovery de Netflix, et Spring Config Server, donc qui est un serveur de configuration Spring. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On va vite le voir la manière dont ça fonctionne. Dès que je vais lancer un microservice ou une gateway, elles vont se connecter au serveur de config. Le serveur de config va leur pousser leur conf, donc ils vont toutes se configurer automatiquement. Et une fois qu'elles sont configurées, elles vont s'enregistrer sur Eureka et dire salut, je suis là, je fonctionne. Et là, après, tout le monde va savoir qui est là et tout va fonctionner. Dernier truc qu'on verra à la fin, juste en bas, on a la Gipster Console. Donc c'est une stack ELK, c'est le ELK normal de monitoring, sur lequel on a fait 2-3 petits ajouts.
La première, c'est qu'on a configuré nos logs de manière un petit peu optimisée, parce que comme on sait ce qu'on va envoyer, en fait, on est direct en socket sur le bon format, donc il n'y a pas de logstash un peu compliqué, on est direct à envoyer les bonnes données directement. Donc on est bien plus performant que on va dire de ce que les gens ont d'habitude. Et d'autre part, on a rajouté plein de dashboards prédéfinis, parce qu'on sait aussi ce que vous allez vouloir monitorer. Donc du coup, on a préparé des dashboards. Donc c'est un ELK un peu pimpé, qu'on va voir tout à l'heure. Ça vous va? Là, je quitte vraiment. Donc, mon projet s'est généré, super. Je vais l'ouvrir comme d'hab. Alors, le projet, alors j'ouvre avec IDEA, je précise bien Community Edition. Donc vous pouvez le faire pareil chez vous, parce que j'étais habitué en Ultimate, on me dit oh mais Ultimate, c'est payant, toi tu as de l'argent. En fait, on est sponsorisé, ah ouais, alors on est sponsorisé, oh super. On est sponsorisé, en plus ça fait une bonne pub pour eux, le truc qui ne marche pas dès le début. Surtout que Matt a eu pareil. Alors moi je ne fais pas comme lui, moi je l'ouvre, je vais sur Gipster Demo, hop, e-commerce, voilà. Donc on est sponsorisé par IDEA, donc on a une licence gratuite quand on est membre de l'équipe de dev, c'est pour ça que c'est bien d'être membre de l'équipe de développement. Et donc, IDEA reconnaît mon projet automatiquement. Je vais juste faire une petite astuce, c'est que notre module, il ne sert à rien, donc j'aime bien l'enlever. Mon application est prête, je peux déjà la démarrer. Alors, comme toujours avec Gipster, je fais juste un clic droit et je la démarre. Donc ça démarre soit avec Maven, soit en clic droit, enfin c'est assez simple. Après, si vous avez des IDE plus évoluées, il y a des plugins qui seront encore mieux, mais en fait, voilà, ça fonctionne déjà sans plugin. Mon application démarre, elle va planter. Voilà. Parce que, j'avais dit tout à l'heure, elle se connecte d'abord au registry et j'ai oublié de le lancer. Ça tombe bien, j'en ai un ici. Oui, je peux le lancer aussi de différentes manières. Je vais faire simple pour l'instant. Donc je lance avec Maven. Donc là, mon registry se lance. Et là, on va avoir une petite différence, c'est que mon appli, elle va marcher. Donc là, je la démarre. Elle se connecte au registry. Et ben, j'aurai mon appli du e-commerce qui va fonctionner. Je vais faire un deuxième petit truc que j'aime bien. Ça, c'est ce que faisait aussi Matt. Moi, j'utilise Gulp pour rafraîchir automatiquement mon navigateur. Je trouve ça très pratique. Alors, au passage, attendez, des petites nouveautés sur. Alors, on est passé de Grunt à Gulp.js récemment. Et Gulp, au passage, on l'a amélioré pas mal de choses. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est en termes de qualité de code. Maintenant, on a Gulp ESLint. Donc, on a des règles de qualité de code. Alors, je viens de le générer, donc il est parfait, je n'aurai pas d'erreur. J'espère. Voilà, c'est parfait. Si je fais une petite erreur, on va aller faire je ne sais quoi. Je vais aller. Alors, vraiment, je prends le premier truc qui vient. Alors, je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire ici. Je vais faire un truc mal indenté. Console.log. YOLO. Voilà. Donc là, j'ai mal indenté. J'ai fait un console.log, j'ai pas le droit de le faire. Et j'ai pas mis de point-virgule. Je suis vraiment pas bien. Alors, regardez bien, il y aura une petite alerte ici. Hein. En fait, beaucoup de gens le lancent en tâche de fond. Donc, en fait, vous ne le regardez pas. Et quand vous codez, dès que vous sauvegardez, vous avez, dès qu'il y a une erreur, pof, et ah bah, l'alerte. Ah, attendez, je suis en mode présentation. Eh oui, quand on est en mode présentation, nous n'avons pas les alertes. Là, c'est fin, hein. Voilà. Bim, bim, et petite alerte. Donc j'ai vu, ah, j'ai une erreur. Et ESLint, il est sympa, il peut me fixer alors les erreurs principales. Donc là, il va me réindenter, il va me mettre le point-virgule. Le console.log, il va me dire, il faut utiliser le service AngularJS, l'injecter, etc. Je ne vais pas le faire non plus. Hein. Vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, je vais lancer Gulp. On va voir d'autres choses après sur Gulp, mais déjà, ça, c'est pas mal. Bon, ben voilà, j'ai mon appli qui fonctionne. On est content. Je suis déjà logué. Alors, c'est la même appli qu'avait tout à l'heure Matt. Sauf que j'ai des petits écrans en plus, on va aller vite les voir. J'avais dit que je faisais un site de e-commerce. Il faut peut-être que je me mette à bosser s'il ne reste plus qu'une demi-heure. Mince. Alors, ça tombe bien. Alors, Matt a fait la même chose que moi. Donc, j'utilise le JDL Studio. Donc, le JDL, c'est le Gipster Domain Language qui a été fait par deux de mes stagiaires. Mathieu qui est là. Voilà. Et Karl qui n'est pas là. Si? Non. Bravo! Bravo! Donc, Mathieu a fait ça en stage. Et on a Deepoo, donc notre personne de Singapour, qui a fait carrément ce truc graphique par-dessus. Donc, c'est en ligne, c'est gratuit. C'est entièrement. Alors, si je montre, je ne sais pas, je vais effacer un truc. Vous voyez, c'est en live, quoi. Donc, ça, c'est vachement sympa à développer. Il faut juste un peu connaître le langage, mais il n'est pas très compliqué. Et alors là, vous voyez, donc j'ai fait un produit qui a une marque, il est trié par sous-catégories, qui ont même des catégories. J'ai fait une énumération Java pour mettre la taille de mes produits. Enfin, je me suis un peu amusé. Et là, ce qui est sympa, c'est que je peux le partager. En fait, ça fait une grosse URL qu'on peut partager. Et je peux le télécharger. Et sinon, c'est sauvegardé en local storage sur votre navigateur, donc ça marche partout.
Il n'y a pas de bac en fait, c'est assez marrant. Donc là, hop, j'ai chopé mon JDL. Ici, ce que je vais faire, je vais le copier. Donc de download à JDL. Et alors, je ne fais pas la même commande que Matt, ça c'est marrant. Moi, je fais Egypter UML direct. Après, il faudrait que je vérifie les petites différences. J'exécute, et là, en fait, Egypter UML va voir, vu mes entités, me génère tout, les relations, etc. Petite nouveauté depuis hier. Avant, il y a un truc assez embêtant sur Gipster, c'est qu'il fallait générer les entités dans le bon ordre. Il y a une certaine logique, c'est que vous faites des one-to-many, il y a des foreign keys. Donc en fait, il faut générer d'abord la table sur laquelle on va faire la foreign key, et pas l'inverse, ce qui est logique. Ce qui moi est toujours paru logique. Et en fait, on a une nouveauté, c'est que maintenant, on génère les relations à la fin. Du coup, on peut les générer dans n'importe quel ordre, et on fait les foreign keys à la fin. Donc il n'y a plus cet ordre-là. La doc n'est pas à jour, d'ailleurs, il faut qu'on la mette à jour. Mais il n'y a plus de limitation d'avant là-dessus, on peut générer dans n'importe quel ordre. J'ai généré mon appli. Alors, vous voyez, on ne l'a pas vu, mais comme je suis avec Gulp, mon appli s'est mis à jour à chaud. Donc, pof, tout est là. Super. Rien à faire. Donc, j'ai les catégories, les sous-catégories, les marques et les produits. Je n'ai pas redémarré mon serveur Java. Alors, on peut le faire automatiquement, mais c'est histoire de montrer comment ça fonctionnait. Mon serveur Java, il tourne ici. Hop. Dès que je fais compile, histoire de le montrer, automatiquement, ma Spring Boot recharge juste le class loader de Spring, et mon application redémarre. Alors c'est relativement rapide en normal, ça prend 2-3 secondes. Là, ça prend un petit peu plus de temps parce que j'ai un Elasticsearch en RAM, j'ai différentes choses. Ça peut s'optimiser, on pourra en discuter. Elasticsearch, monsieur Elasticsearch qui passe au passage. Donc là, j'ai tout qui a redémarré, mon appli fonctionne, donc je veux m'amuser, je peux créer, je sais pas, je vais faire des catégories, je vais faire food, je vais faire des sous-catégories, je sais pas, pizza. Voilà, je vais faire des marques. Buitoni. Je ne sais pas si ils font des pizzas d'ailleurs, Buitoni, enfin, ils ont un nom à faire des pizzas. Et je peux faire mes projets, je vais faire vite fait, donc vous voyez, pizza, moi j'aime le... On a, oui, la petite nouveauté, on a l'upload d'image. Ah, mais alors du coup, j'ai pas d'image. On va dans le personnel ou on va éviter. Je vais la faire, on va éviter. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Non, mais je vais faire, voilà, Gipster, GitHub. On a des images là. Alors, je vais prendre attendez, je vais prendre un logo. Voilà, AngularJS. Voilà. Ça, c'est neutre. Et effectivement, ça fonctionne. Donc, j'avais une énumération qui a fonctionné. J'avais ma sous-catégorie est là, ma marque Buitoni est là. Enfin, j'ai tout qui a marché. On est content. Je sauvegarde. Mon produit marche. Et mon moteur de recherche fonctionne. Du coup, je vais en faire un deuxième. Je vais faire, je sais pas quoi, BIR. Histoire de... pardon. Oh, j'ai cliqué trop vite, ça m'a voulu ajouter l'image. Voilà. Mon moteur de recherche, histoire de montrer, je fais beer ici, ça fonctionne. Je fais pizza, ça fonctionne. Et comme j'ai pas de lettre commune, si je mets rien, j'ai les deux qui fonctionnent. J'ai tout qui marche, je suis content. J'ai une gateway qui fonctionne, ça c'est plutôt sympathique. Maintenant, on va faire des microservices, donc j'ai une deuxième équipe qui veut bosser, qui veut faire un panier. Parce que là, mon site de e-commerce, j'ai pas de panier, on voudrait un panier distribué peut-être sur plusieurs catalogues. Et donc j'ai notre équipe qui va créer le panier. Je vais ouvrir une autre console, cd Gipster démo, mkdir carte, cd carte, yo Gipster. Donc, mon nouveau projet s'appelle carte. Ah pardon, mon nouveau projet, la première question maintenant, c'est quel type de projet on veut faire. Cette fois-ci, c'est un microservice. Il va s'appeler carte, c'est le nom du folder par défaut. Il va tourner sur le port 8081. 8080, c'est pris par la gateway. On va vite commencer à voir qu'on va être embêté avec ces histoires de port. Bon, package par défaut, on avait dit que c'était du PostgreSQL, donc PostgreSQL, H2, avec du Hazelcast. Alors là, petite nouveauté aussi, quand je suis sur un microservice, par défaut, on me propose Hazelcast, parce que Hazelcast, c'est un cache distribué. Le problème, je vais déjà vous le dire sur les microservices, quand on va vouloir les scaler, si vous n'avez pas de cache distribué, alors c'est facile, soit vous n'avez pas de cache, quand vous montez vos microservices, quand vous en rajoutez plein, la base de données elle va tout se prendre dans la figure, ça ne va pas marcher, ça ne sert à rien de scaler si c'est pour plus taper dans la base. Soit vous avez un cache qui n'est pas distribué, vous aurez des problèmes de désynchronisation de cache, donc ça ne va pas marcher non plus. Avec Hazelcast, l'idée c'est que le cache arrive à marcher en distribué. On va voir comment est-ce qu'on se débrouille. Le reste, je vais tout laisser par défaut. Pas d'initialisation, allez, pas de test. Là, ça va beaucoup plus vite parce que je fais que du back. Tout à l'heure, je faisais du back et du front, c'est le front qui était long. Donc, mon application est prête. Je vais lancer IDEA. Hop. On peut aller la regarder un petit peu quand même. Ça m'a fait une application IDEA. Voilà.
Donc Gipster, on va dire classique, mais son front, vous voyez, j'ai Java, mais j'ai pas web app, j'ai pas d'appli, j'ai pas de front. Je peux la démarrer comme d'hab, hop, carte app, clic droit, run. Et ben, mon panier, ce que je voudrais, c'est rajouter des entités. Alors pour le panier, je propose une entité très simple, item, c'est un item qui est dans mon panier. Donc là, je suis dans la deuxième équipe, l'équipe qui fait le panier. Donc je vais faire you Gipster. Alors là, je n'utilise pas le JDL Studio. Je le fais à la main. En même temps, je n'ai qu'une affaire. Donc pour une, c'est pas tellement la peine de s'embêter. Item. Mon item, il va avoir un champ Product ID. Donc notre ID produit, c'est un long dans l'autre projet, qui a des règles, hein, qui est obligatoire. Il va avoir un champ prix, price. Donc là, c'est du Gipster un peu classique. Hein. Yes, require minimum, on a un prix supérieur à 0 quand même. Un truc un peu. Et je vais avoir un login de l'utilisateur. Hein. Voilà, login qui est d'une string. Voilà, qui n'est pas obligatoire. Je ne vais pas m'embêter. Voilà. Je vais m'arrêter là. Hop, on va tout générer par défaut. Et alors, comme tout à l'heure, dès que je fais compile, carte app, ça va redémarrer. Ça va redémarrer plus vite parce que là, j'ai moins de choses. Hein. Hop, voilà, ça a démarré, mon appli est prête. Je vais revenir ici, sur mon front. Et mon front, donc ça c'est l'appli d'avant, évidemment. Si je vais dans l'administration, il y a deux petites nouveautés par rapport à avant. J'ai ma gateway. Enfin, j'ai un monitoring de ma gateway. On voit que la gateway, elle a vu qu'il y a un microservice qui s'appelle carte. Elle a déjà vu, parce qu'en fait, ils sont reliés via notre registre de service, que j'aurais dû ouvrir d'ailleurs, histoire de vous le montrer. Il n'est pas accessible. C'est magnifique. 127, je sais pas quoi. 87. Le colosse marche pas. 127, je sais pas. On peut se poser de questions. J'ai fait des mots. Donc mon registre est là, et le registre effectivement a vu mon site de e-commerce, mon panier. Donc il connaît tout le monde. Donc tout le monde s'est retrouvé. Très bien. Deuxième petit écran sympathique. J'ai mon API Swagger, alors que j'avais déjà avant, donc là je vois j'ai déjà une documentation de ce que j'ai fait avant, vous voyez ma catégorie, mes produits, etc. Mais Swagger, ce qui est sympa, c'est qu'il me fait aussi gateway vers le panier. Et mon item est déjà documenté. Et je peux déjà venir ici, et si je veux faire un post, je veux créer un nouveau élément dans mon panier. Alors c'est un nouveau, donc il n'a pas d'ID. Login Toto, prix 0. Product ID 1. Try it out. Hop, ça m'a créé un nouvel élément dans mon panier. On va me dire, c'est pas terrible, c'est pas très graphique. Gipster, je crois que ça génère tout. Effectivement, Gipster va tout générer. Donc là, vous voyez, j'ai généré mon item sur mon microservice. Je prends la même commande. Hop, je vais aller sur mon site de e-commerce. Et là, comme il sait que c'est une gateway, il me dit, je suis une gateway, tu voudrais pas générer quelque chose d'un microservice? Ah bah oui. Il va me demander le chemin du microservice. Le chemin sur le disque dur. Hein. Il veut le fichier de configuration Gipster, en fait. Voilà. Il le retrouve. Est-ce que tu veux générer ton entité? Bah oui. Hop. Voilà, on est content. Ça s'est mis à jour tout seul. Si je vais ici, item est là. Et j'ai carrément l'item que j'ai fait tout à l'heure en reste. Super. Magnifique. Là, je suis content. Bon, on est chaud, j'en ai un deuxième à faire. Hein. Alors là, c'est une boîte, ils sont un peu embêtants. Troisième équipe, eux, ils font un microservice MongoDB. C'est pas grave. Yo, Gipster, vous avez l'habitude, hein, mkdir CMS, cd CMS. Yo, Gipster. Donc, on va choisir, cette fois-ci, encore une fois, un microservice qui va s'appeler CMS, qui va tourner sur le port 8082, pas le même port que l'autre microservice, qui va utiliser MongoDB, Maven, point d'intensionnalisation, pas de test. Hop, c'est déjà plié. Je peux le... Ouais, je vais refaire un IDEA. Allez, IDEA. On va aller le regarder aussi. IDEA, il s'ouvre sur le côté. CMS est là. Je peux le lancer pareil. Hop, hop, hop. On est content. Je le lance. Super. Et je vais faire la même opération que tout à l'heure. Hein. Je vais rajouter, alors mon CMS, je voudrais une gestion d'articles que je vais publier. Yo, Gipster, hipster, entity, article. Et mon article, il y a un titre de type string. Là, je ne vais pas embêter. Hein. Et un contenu, content, de type string.
ne vois pas parce que là vous avez compris l'idée. Hein. Hop, hop, c'est généré. Je vais réexécuter ça, cache, comme on sait déjà ce qui va se passer sur ma gateway. Donc vous pouvez avoir plusieurs gateways, hein, je rappelle. Donc, vous pourriez y avoir des gateways qui ne marchent pas pareil. Et lui, c'est pareil. On va lui donner le chemin. Voilà. Hop. Ouh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Donc, le chemin, CMS, regenerate, clac, c'est parti. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié un petit truc. On utilisait MongoDB. Tout à l'heure, je trafique pour MySQL, PostgreSQL et Elasticsearch. Je lance en fait pour les bases de données un H2 en RAM. Elasticsearch, je le lance en RAM. Donc c'est un peu pénible tout ça. C'est pas optimal pour bosser parce que ça s'arrête à chaque fois, etc. MongoDB, pour le coup, je peux rien faire. MongoDB, je suis bien forcé de le lancer à côté. Donc Mongo, ça tombe bien, je l'ai installé. Donc lui, ça va fonctionner. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû. Je devrais peut-être redémarrer. Oui, il n'a pas démarré parce que j'ai lancé sans MongoDB. Je vais redémarrer. Donc là, j'ai l'ensemble de mon système qui fonctionne. Hein. Donc forcément, mon entité article est là. Donc elle est déjà là, le temps que Mongo arrive, vous vous doutez bien, ça va fonctionner. Très bien. Maintenant, en termes de dev, c'est un peu pénible. C'est-à-dire que là, je fais les 3 équipes, très bien, c'est moi qui fais tout. Mais dans la pratique, vous voyez, j'ai lancé 3 IDEA, j'ai lancé des bases de données embarquées, j'ai lancé un MongoDB. C'est au bout d'un moment, pour développer, c'est pas le plus efficace. On arrive à tout générer, on a une appli. Alors, attendez, je vais regarder si c'est arrivé. Voilà, le CMS est arrivé, je vais quand même créer un article. Hein. Ah, j'en ai déjà créé un dans MongoDB, MongoDB était persistant. Donc c'est celui que j'ai fait tout à l'heure. Donc très bien. J'ai mes 2 microservices qui fonctionnent, avec Joule, j'ai du load balancing, j'ai du failover, j'ai du circuit breaker, j'ai tout ce qu'il faut. Par contre, en termes de dev, l'expérience elle est un peu compliquée parce qu'il faut lancer beaucoup de choses, il faut installer beaucoup de choses. Et en termes de prod, on va quand même être embêté parce que la prod, quand on leur file tout le bébé, ça va pas être sympa pour eux. Et donc pour ça, on va faire quelque chose. Alors c'est l'une des grosses nouveautés. Alors, vous avez dû voir déjà quand je générais. Attendez, bon, le CMS c'est bien. On a déjà un fichier Docker qui n'existait pas avant, un répertoire Docker. Et on voit que pour nos applications, on génère déjà des confs Docker. Alors là, c'est le CMS, il est avec MongoDB. Donc j'ai généré du MongoDB, y compris en une configuration cluster de MongoDB. On a généré un Docker Compose également pour le registre Gipster. On a généré aussi un Dockerfile pour notre application courante, pour le CMS. Ça, c'est mon CMS. Si je vais sur le carte, on avait choisi d'autres technos. J'ai des Docker Compose spécifiques. Là, j'ai PostgreSQL. Et si je vais sur ma gateway, j'ai encore plus de choses, parce que c'est une gateway, elle est balèze. La gateway, elle a du Cassandra, parce que si vous voulez du rate limiting, des fonctionnalités avancées, on a Cassandra qui marche, soit, on va dire, en nœud simple, soit Cassandra en cluster, soit Cassandra avec OpCenter. On a séparé. Et là, on avait choisi Elasticsearch, donc on a aussi Elasticsearch et MySQL, et le registrerie Gipster. Donc ça, vous pouvez tout lancer à la main. Vous faites juste Docker Compose, -f, le fichier, up, vous avez votre MySQL qui fonctionne. Et au passage, c'est un MySQL, je vous pointe celui-là. Quand on regarde, il est bien configuré pour Gipster, vous avez le bon user, la bonne base de données, etc. Donc toute la conf va fonctionner par défaut sans rien faire. Donc ça, c'est en dev, c'est assez sympa. Je vais aller plus loin que ça, parce que là, il reste, ouais, on a le temps. Mais autant faire la grosse démo directe. Là, je suis en dev où je prépare la prod. Je voudrais avoir l'ensemble qui fonctionne d'un coup. Et j'ai déjà des fichiers Docker Compose un peu pour chaque petite partie d'appli. Et je voudrais en fait tout générer d'un coup. Alors, attendez, je vais fermer pas mal de choses. Justement, j'ai arrêté de m'embêter à tout lancer. Donc, le carte, on va l'arrêter. Hop. Le CMS, on va l'arrêter aussi. Voilà. Ah bon, tout arrêté. Voilà. Comme ça, c'est plié. Ah, attendez, je vais ouvrir l'e-commerce pour vous montrer quelque chose tout à l'heure. Et je vais arrêter mon registre. Voilà. Je vais arrêter mon MongoDB. Voilà, on va tout arrêter. Donc là, je suis un développeur qui n'a pas envie de s'embêter à lancer tout ça, ou je suis quelqu'un qui prépare sa prod. Je vais revenir dans mon appli, Gipster démo. Je vais créer un nouveau répertoire. Donc, généralement, je l'appelle Docker Compose. Enfin, le nom là est totalement libre. Et j'ai un nouveau sous-générateur dans Gipster. Je fais yo, Gipster, Docker Compose. Lui, par défaut, il va aller scanner les répertoires dans le répertoire parent. Il les a scannés. Il a vu, ah, j'ai 3 applis. Le carte, le CMS, le e-commerce. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'il les reconnaît direct et que je peux les choisir. Et il se souvient de vos choix. C'est-à-dire que si vous en avez beaucoup, le coup d'après, vous n'avez pas tout sélectionné, mais vous pouvez dire, tiens, je teste le carte, le CMS, je n'en ai pas besoin, je ne le lance pas.
Vous ne soyez pas embêtés, vous n'êtes pas forcé tout le temps de tout lancer. C'est facile de choisir. La seule chose que vous ne pouvez pas choisir, c'est le registry. Vous en avez besoin, si vous n'avez pas de registry, ça ne marche pas. Donc lui, il arrive. Il a vu qu'en plus, j'avais un MongoDB sur une des applis, donc il me propose de l'avoir en cluster. Je ne vais pas faire la conf cluster pour l'instant. Pas non plus. Et il me dit, tiens, tu ne voudrais pas monitorer ton ensemble? Oui, justement, ça tombe bien, c'était ma slide, je voulais tout monitorer. Donc, je vais le prendre, le monitoring. Il m'a tout généré, et il m'a dit, ah, tu n'as pas tout bien fait. En fait, tes applis, tu n'en as pas fait des images Docker. Effectivement, j'ai juste créé mes applis, elles ne sont pas encore sous forme d'image Docker, mais il m'a déjà filé la ligne de commande. Donc, comme vous voyez, alors c'est du Maven package -pprod, ce qu'on a toujours fait dans Gipster pour faire un packaging de prod. Et on a un plugin Maven supplémentaire qui est fait par Spotify, qui permet d'en faire une image Docker. Je vais déjà les lancer, surtout celle-là, parce que ça lance tous les tests. Donc ça prend un petit peu de temps. Le carte et le CMS. Hop là. L'image Docker, au passage, donc elle est basée sur Alpine Linux, donc c'est un Linux qui fait 5-6 mégas, qui n'a rien dedans. Donc du coup, pour le hacker, c'est pas facile. Et on a rajouté l'OpenJDK et... ah non, maintenant, cette version-là, ça doit être juste OpenJRE. Parce qu'on va être encore plus light, il n'y a même plus de JDK. Alors attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et c'est JRE, voilà, effectivement. Donc là, on a quelque chose de très light pour packager notre application. Et quand même pour montrer un petit peu ce qui se passe sur le e-commerce, vu que c'est là où il y a la nouveauté par rapport à Gipster 3. Avant, on générait un build dans Web App, vous aviez Web App dist, et dedans, vous aviez votre build de prod. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça? C'est que, alors déjà, pardon, je vais revenir sur les bases. On suit le guide de style John Papa. Donc on a une application AngularJS magnifiquement bien codée, grâce à John Papa, avec ESLint qui nous le valide, c'est magnifique. Par contre, le problème, on va prendre le page d'index, c'est tout bête. Quand je la regarde, j'injecte tous les JavaScript, HTML, machin. Donc ça, votre site web, il est d'une lenteur folle quand on arrive dessus, parce qu'il y a tout ça à télécharger. Du coup, depuis longtemps, on a un build de prod où on minifie l'ensemble, on minifie les CSS, le HTML, même les images. Avec GubJS, on a quelque chose de mieux qu'avant. C'est encore mieux minifié, mais ça reste, c'est le même principe qu'avant. Le problème qu'il y avait jusqu'à présent, c'est qu'une fois que c'est tout minifié, vous partez en prod, et là, vous voulez débugger votre prod. Le problème, c'est que votre fichier, on va voir le nouveau fichier, on va voir sa tête. Donc c'est en target www, voilà. Nouveau fichier. Alors, l'index HTML, à la rigueur, ça va, mais alors le JavaScript, vous pouvez laisser tomber, c'est illisible. Du coup, on n'arrivait pas à débugger. Et ce qu'on a depuis pas longtemps, on a des source maps. Donc là, Chrome, typiquement, va envoyer aux clients normaux le JS minifié, et quand vous allez passer au mode debug, il va prendre la source map qui a les instructions de debugging, et vous allez pouvoir débugger. Donc on a les mêmes fonctionnalités qu'avant, sans s'embêter avec des profils dev, prod, machin. Donc on a quelque chose de beaucoup plus simple qu'avant. Je vais aller voir mon build, qui a dû bien se passer, j'espère. Success, 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 ça c'est de la démo. Tout a marché, et il m'a aussi donné la ligne de commande pour tout lancer, docker compose, up, -d. Hop, hop. Donc là, Docker, il va tout me lancer. Donc j'ai créé, alors si on regarde bien, donc j'ai une application du e-commerce qui a un MySQL qui traîne, qui est là, voilà, un Elasticsearch qui est là, j'ai un registry, le Gipster registry est là, j'ai un CMS qui est là, qui a un MongoDB qui est là, j'ai un panier qui est carte qui est par là. Je ne le vois plus. Ah, il est là, voilà. Et qui utilise PostgreSQL qui est ici. Et on avait dit que je voulais la stack ELK. Donc là, nous, c'est quelque chose qu'on appelle la Gipster console. Donc c'est un ELK sur lequel on a rajouté donc, des dashboards tout faits. Là, j'ai lancé l'ensemble. Je vais aller voir ce que ça donne. Donc déjà, première chose que je vais vérifier, c'est est-ce que Reka tourne. Il est lancé. Cool. Ça va comme relativement vite, hein. J'ai lancé un paquet de machins, là. Vous avez vu ce que j'ai lancé. Ça ne tourne pas avec beaucoup de RAM, c'est assez surprenant d'ailleurs. Donc là, j'ai regardé, ça c'est le premier truc qui se lance, bien sûr. On a un système de wait. Donc là, on est en prod. Tout à l'heure, quand j'avais lancé mon appli qui n'avait pas le registry, l'appli avait craché, parce qu'on est en dev. En prod, les applis attendent. Donc le registry se lance, tout le monde attend. Quand il est lancé, tout le monde se connecte dessus, prend sa conf et démarre. Donc ils arrivent un petit peu après. Si je fais reload, ah bah, tout le monde est déjà là. Ça va vite hein, quand même, on n'est pas... Mes applis fonctionnent. Je vais d'ailleurs aller voir, je vais aller sur mon panier, hein, enfin sur ma gateway. Là, vous voyez, j'ai ma gateway de prod, j'ai plus le bandeau, et là, je suis minifié, etc. Hein. Si je fais un petit coup d'audit, reload, hop, là, il va me donner le top du top.
Alors le seul truc, c'est que voilà, ma page principale, elle faisait moins d'1 kilooctet, donc Tomcat a considéré qu'il ne fallait pas la gzip, mais d'après Google, il faudrait gzip quand même. Donc on est à ce niveau-là de pinaillage, donc on est au top. Et si je me log, sign in, admin. Alors j'ai oublié de dire, là on utilise JWT, donc JSON Web Token, pour balancer la configuration à tout le monde. Dans la prochaine version, on aura aussi OAuth2 par-dessus, enfin on aura le choix, JWT ou OAuth2, donc on est entièrement stateless, et on peut scaler sans problème les microservices comme les gateways. Tout l'intérêt. Donc là, tout fonctionne, hein. Je peux me créer, j'aimerais créer un produit, hop, Devox Pizza, qui a donc une image Heroku. Et ça fonctionne, cool. Et je vais créer dans mon panier. Vous vous souvenez, mon panier, on voulait qu'il soit scalable, etc. Et on voulait qu'il soit. Alors là, le panier, c'est important sur un site d'e-commerce. On ne veut pas perdre les données du client. Il est peut-être commun dans des applis. Donc mon panier, donc je vais lui faire un ID de produit, un prix, un login, voilà, hop. Et mon panier, si je vais regarder, alors on va juste aller déjà. Là, je vois mon monitoring Kibana. Et alors, j'ai déjà plein de dashboards tout faits. Donc, j'ai fait un lien vers le bon dashboard. Vous voyez, on vous propose des dashboards d'alerting, de log, de la JVM, etc. Donc, on n'a pas le temps, je prends celui-là qui m'intéresse. Le dashboard de performance, il me donne les requêtes. Donc, vous voyez mon site de e-commerce, mon panier, mon CMS. On monitor tout avec Dropwizard Metrics. Donc, j'ai carrément mes bin sprints qui sont monitorés. Donc là, je vois vraiment tout ce qui se passe. Et donc, mon panier, je vais venir ici et je vais m'amuser à le bourriner un peu. Donc, tout se passe bien. Je vous l'ai montré aussi ici sur la gateway. J'ai un panier et c'est tout. On voulait avoir quelque chose qui résiste à la charge, au crash surtout, surtout au crash. Sur le panier, surtout ça, c'est pas que la charge. Il n'y a pas tant de clients qui mettent des trucs dans le panier. Ce qui est embêtant, c'est quand ça crash, que les clients perdent leur panier. Ça, donc là, je vais utiliser toujours Docker Compose. Docker Compose, hop, scale. Donc mon panier, c'était carte, je ne sais quoi, carte app, égale 2, je vais lancer une deuxième fois. Il y a déjà un premier lancé, ça me lance le deuxième. Hop, creating and starting. Cool. Alors, on va voir arriver très vite dans Eureka. Donc ici, je vois un deuxième panier qui va arriver. Ce qui est important, c'est que d'abord, ils se connectent dans Eureka. Donc on va les trouver là. Ils vont se retrouver entre eux. Et on a une petite conf Hazelcast qui fait qu'ils vont se rejoindre dans un cluster Hazelcast commun. Donc là, en fait, je vais avoir un clustering de l'ensemble des paniers dans le même cache distribué Hazelcast et qui tape derrière vers le même PostgreSQL. Je vais regarder. Ouais, il est déjà arrivé. Et alors une petite info là-dessus. Alors, non, c'est pas encore arrivé. On a des timeouts de 30 secondes, c'est le défaut. Donc on a laissé le défaut sur Netflix, parce qu'en fait, ils font tout par HTTP. C'est pour ça que ça marche très bien partout. Le problème, c'est que c'est pas, si vous avez beaucoup de microservices, c'est pas d'une performance folle. Donc il y a des timeouts de 30 secondes, enfin il y a des réplications toutes les 30 secondes. Donc le truc arrive. Parfois, il faut un peu attendre. Là, j'ai pas de chance. C'est pas très grave. De toute manière, je vais tout de suite prendre mon item. Et donc là, il fonctionne. Je vais regarder mon performance dashboard, pardon. J'aurais dû le faire auto-refresh toutes les, je sais pas, 10 secondes. Parce qu'on va voir évidemment la deuxième appli arriver ici. Et, attendez, également ici, un petit truc amusant. Je vais faire Hazelcast. Je vais faire, attendez, Members. Ça, c'est les logs Hazelcast. Voilà. Je regarde les logs Hazelcast. Hazelcast, il me dit bien, j'ai 2 membres dans mon cluster. Ils se sont bien retrouvés. Donc là, je sais que ça devrait bien se passer, mon histoire. Je reviens ici. Mon panier, voilà, mon deuxième est déjà monitoré, il est là, il est déjà arrivé. Et on va direct faire la démo. Là, l'idée, c'est que j'en crache un. Alors moi, je suis écolo, je ne crache pas des Raspberry Pi en live. Je vais faire juste un docker exec, -it de mon image qui s'appelle docker compose carte. Ah oui, alors, laquelle vous voulez que je crache, la 1 ou la 2? La 1. Ouais, il y a plus de chances que je sois sur la 1. Enfin, il load balance, c'est un round robin. Hein. Donc en fait, quand je fais les requêtes, c'est une fois l'un, une fois l'autre. SH. Et là, un petit top. Donc, on tourne avec le PID 9. Et vous connaissez l'astuce, kill -9, kill un buff. Kill -9 de 9, justement. Hop. Et là, je me suis carrément fait loguer l'image Docker. Là, ça a pété. Attendez, il faut que je me dépêche parce que je veux vous le montrer qu'il pète. Là, je recharge. Voilà. Alors, vous voyez ici, ça mouline. Alors, j'ai des systèmes de retry, si on veut. Hein. On aurait pu avoir le résultat si on voulait. Là, j'ai fait exprès pour le faire péter. Vous voyez, il a fait une requête. Je suis tombé sur le mauvais serveur qui a pété et ça n'a pas marché. Maintenant, si je les refais,
En fait, il s'est rendu compte que ça avait pété. Donc j'ai mon circuit breaker qui rentre en action. Et maintenant, ça répond tout de suite. Et il n'y a plus de problème. Même si, c'est pour ça que je me dépêche, ici, voilà, ici, vous voyez, Eureka n'a pas encore vu qu'il était tombé. Déjà, lui s'est rendu compte, c'est pété, j'ai ouvert mon circuit, fini, je suis tranquille. C'est important parce que, bon, déjà, ça résiste aux pannes, mais aussi, ça veut dire que quand mon service va revenir, on ne va pas taper dedans comme des bourrins. On va lui laisser le temps de revenir tranquillement. Une fois qu'il sera bien revenu, que le cluster sera répliqué, que tout sera bien, alors on fermera le circuit, on pourra y accéder. C'est super important pour tenir la charge. Et puis alors, si on regarde ici, normalement, ouais, vous voyez, il n'y a déjà plus de requêtes là. Voilà, il s'est arrêté. Maintenant, c'est le CMS, ça. Il ne va pas tarder à arriver. On ne verra plus ces requêtes. Il me reste 4 minutes. Et là, déjà, j'ai quelque chose qui est assez complet. Donc là, déjà, sur cette démo-là, je vous propose déjà de dire plutôt pas mal. Des petites informations par-dessus par rapport à ça. Là, j'ai déployé alors en dev sur Docker Compose. C'est vachement sympa parce qu'en dev, je peux avoir tout mon environnement, y compris des clusters Cassandra, MongoDB, on a tout fait. Donc vous pouvez simuler l'ensemble de l'environnement sur votre machine de dev pour bosser, c'est génial. En prod, c'est plus compliqué. En prod, alors vous pouvez déployer tous les clusters Docker. J'ai mon stagiaire qui l'a fait ce matin sur Kubernetes, parce qu'il était à la conf hier de Kubernetes. Donc apparemment, ça marche sur Kubernetes. Mais tous les gens qui sont sur du Docker Swarm, normalement, peuvent déployer sans problème, vu que c'est du Docker Compose. Donc il n'y a pas de souci. Après, vous voulez peut-être des clouds qui sont un peu plus avancés que Docker, on va dire. Typiquement, le premier que je voulais montrer, c'était Pivotal Web Service. Donc on marche sur tous les clouds Cloud Foundry. Comme tout à l'heure, j'ai fait des Yo, Gipster, Docker Compose. J'ai des Yo, Gipster, Cloud Foundry pour déployer sur Cloud Foundry. Vous voyez ici, j'ai déployé déjà des applis sur Cloud Foundry. Je peux les scaler facilement, si je vais là. Ce n'est pas du Docker Scale, c'est le même système. Hein. Je viens ici et je dis, ben voilà, je veux plus d'instances qui ont plus de RAM. Donc au passage, Pivotal nous sponsorise, vous voyez, il nous donne 10 Go de RAM, ce qui est plutôt pas mal. Donc on peut vraiment tester. Et ça fonctionne très bien dessus. Autre cloud qui nous sponsorise et qui est très intéressant, Heroku. Alors Heroku, attendez, je vais aller là. Heroku, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas le même fonctionnement que les autres clouds. Pareil, on a un sous-générateur Heroku, en fait, Yo, Gipster et Heroku, ça déploie sur Heroku. Et c'est un sous-générateur qui est fait par Heroku eux-mêmes. Et d'ailleurs, depuis 2 heures, on a un blog que j'ai écrit qui est sur le blog de Heroku, où on raconte un petit peu comment déployer des microservices, c'est un peu la même chose, sur Heroku. Alors, Heroku nous sponsorise, pour ça j'aime bien montrer ça, parce que vous voyez, j'ai des factures qui peuvent être sympas, mais je ne les paye pas. Mais surtout, je peux scaler des trucs qui sont délirants. Je peux monter à 200 000 dinos, enfin, je peux aller sur des trucs. Vous voyez, là, je peux scaler à volonté sur Heroku. Donc là, je peux y aller très très fort. Je vais éviter. Et un petit truc sympa sur Heroku, parce que sur ce qu'on a vu là, en fait, il y a un composant qui est finalement un runtime. C'est le seul runtime qu'on fournit, c'est le Gipster Registry, enfin, c'est le runtime obligatoire. Le Gipster Registry, c'est une application Gipster, en fait, mais on vous la fournit toute faite parce qu'il n'y a rien à générer et tout le monde a la même. Et alors, soit vous le clonez, vous le lancez avec Maven, hein, ou avec votre IDE, ça fonctionne bien. Soit on fournit l'image Docker, très bien. Soit, un truc qui est très sympa, c'est que vous pouvez aller directement, donc ça c'est sur le site de Gipster, on va sur Production, déployer avec Heroku. Heroku nous ont fait un petit bouton, Deploy to Heroku. Donc là, juste, alors, Heroku, il y a des comptes gratuits, hein, et si vous voulez un truc un peu plus avancé, c'est payant, mais je crois que le bas, c'est 4 €, un truc comme ça. Et là, je dis, ah bah tiens, je voudrais déployer, je triche mon truc payant, je veux déployer, j'ai accès à des trucs, les private space, ça c'est 1000 € l'option. Je vais prendre ça, et je déploie, et ça me génère automatiquement une appli qui va marcher dans Heroku. Donc là, si on attend 30 secondes, vous voyez, ça va me faire l'appli, elle sera disponible, et je pourrai l'utiliser. Donc là, si vous ne voulez pas vous embêter avec des registries, vous n'avez qu'à cliquer, puis vous en avez un gratuit qui tombe. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Il me reste 1 minute. Donc pour finir vite, on a vu plein de nouveautés sur Gipster. Il n'y a pas que les microservices. Hein. Vous avez vu le JDL Studio, le nouveau build avec Gulp. Il y a beaucoup de nouveautés en termes de qualité de code et de déploiement avec Docker. Ah oui, alors Docker marche aussi quand vous êtes en monolithe. Juste, ça fait moins de trucs intéressants. Mais vous avez aussi comme ça un Elasticsearch, un MongoDB, un MySQL qui peuvent scaler. Et vous pouvez aussi scaler votre monolithe avec Docker, pareil. Donc on a le même système. Et si vous voulez plus d'informations sur Gipster, attendez, je vais revenir. Ah, j'ai fermé ma démo. Bon, truc, c'est pas grave. Le meilleur endroit pour venir nous voir, c'est notre site web. On est sur Twitter, on est sur Stack Overflow quand vous avez des bugs. Oui, alors les bugs.
Il y aurait 20 secondes pour les bugs. Si vous avez une question, c'est Stack Overflow. Si vous avez un bug, c'est les tickets GitHub. C'est volontairement séparé, c'est pas le même niveau. Donc n'hésitez pas évidemment à envoyer des tickets. Mais si c'est juste une question sur comment ça fonctionne, Stack Overflow, c'est beaucoup mieux. Donc, je préfère le dire parce qu'on reçoit un nombre de demandes qui est considérable. Donc nous, c'est important pour nous de pouvoir trier. Il ne faut pas oublier, on est 13 avec le droit de commit, tout le monde fait ça bénévolement, alors plus ou moins, maintenant j'ai des stagiaires, il y a des gens qui sont... Mais bon, c'est important pour nous d'avoir des demandes claires et qu'on puisse traiter facilement. On arrive bien à traiter. Si on regarde juste aujourd'hui, sur GitHub, on doit avoir pas beaucoup, vous voyez, on a 29 issues et 9 pull requests en attente, on est quand même plutôt pas mal, on arrive à bien traiter les problèmes, mais c'est aussi parce que les gens nous aident. Tiens, vous voyez, les commits quand je ne suis pas là. Eh, ça marche sans moi. Voilà. Comme je dépasse, pardon, je vous remercie beaucoup. Et écoutez, à très bientôt. Ah oui, question sur Twitter.